Adibo, Daïlaï, l'appel de Seydina Limamou Laye ce mardi, tous les fidèles laïens rallient Cambérène, la paix et la stabilité, l'appel fort du guide Chérif Mouhamadou Lamine Laye en cette 143e édition. Une question d'actualité est déposée par le député Guy Marius Sagna à l'Assemblée nationale. Une campagne de dénigrement de Tim George qui date des élections de 2019 serait découverte par des journalistes d'investigation. 11e plan d'action est élaboré par les travailleurs de santé au niveau des collectivités. Ils dénoncent un mutisme du gouvernement qui ne respecte toujours pas les accords signés en mai 2022. Une invention d'une ingénierie pointue est faite par un Malien en visite au Sénégal. Il s'agit du premier drone sous-marin qu'il a fabriqué en Afrique. Abdoulaye Diakité, spécialiste en mécatronique, nous présente son œuvre dans la rubrique Invité de la rédaction. C'était les grands titres de cette édition. Tout de suite, le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans cette édition. Cambérène, ce matin, a accueilli ses premiers fidèles en réponse à l'appel de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi. Le thème entretenu à ces milliers de pèlerins est la paix et le développement à la lumière des enseignements de Seydina Limamou Laye. Compte rendu Emmanuel Sarr et Ibrahima Moussali. C'est la couleur du jour chez les Laïens ce matin. Cambérène est le point de convergence des fidèles pour répondre à la 143e anniversaire de l'appel de Seydina Limamou Laye. Les fidèles ont répondu à l'appel de Baye Laye. S'il n'aurait été pas Baye Laye, Dakar ne sera pas connu. Que ce soit dans le cadre des études, de l'économie, Dakar est devenu le point central des activités du pays. Presque 80% des activités économiques se concentrent à Dakar. C'est trop. Tels sont les propos d'un guide religieux, d'où l'intérêt de son sermon. Les images seulement témoignent pour être convaincus. La paix, un des piliers centraux pour la cohésion sociale, a été au cœur du discours pour la stabilité. La paix ne doit pas être dans des circonstances, mais plutôt permanente. Les citoyens doivent s'aimer mutuellement, c'est ça la vérité. On ne joue pas avec Dieu, on doit être constant. À l'issue des élections, les choses doivent dérouler dans les règles de l'art et que le meilleur gagne. Et aux autres de préparer les séances prochaines, le pays doit avoir la stabilité. Et cela pourra faire en sorte que notre économie soit boostée. Toutes ces difficultés que nous subissons actuellement, ce sont les conséquences de la pauvreté, les inégalités, et cela doivent être corrigés. La politique était également à l'ordre du jour, une occasion saisie par le guide de lancer un appel aux acteurs de la classe politique. Nous prions que le Sénégal soit prospère et que les plus riches aident les plus démunis. C'est ce qui devrait être à l'ordre du jour actuellement au Sénégal. Le combat politique ne peut que faire reculer le pays sur le plan économique. Tout de même, la démocratie doit être parfaite. La 143e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye, des milliers de fidèles ont répondu à cet événement religieux qui va durer 2 jours, aujourd'hui et demain. La cérémonie officielle de clôture est prévue demain à Ngor. Le thème de cette année est la paix et le développement à la lumière de l'enseignement de Seydina Limamou Laye. L'appel des Laïens, un paradis aussi des commerçants venus de partout. Ils se frottent déjà les mains par la vente croissante de divers articles que les pèlerins peuvent trouver sur place. Reportage. Premier jour ici à Cambérène. Les fidèles, depuis la nuit dernière, ont pris d'assaut ce lieu saint gigantesque qui borde la mer. L'appel de Seydina Limamou Laye à chaque année est aussi l'endroit de convergence des petits commerces. Ici, pas la peine de faire beaucoup d'efforts pour les apercevoir. Je n'avais pas l'habitude de me joindre à ce genre d'événement. Quand j'ai eu écho de cet appel, je me suis dit pourquoi pas. Je vends des chaussettes issues de la Mauritanie.
Les prix sont les mêmes que ceux trouvés ici. 1000 francs la paire. Et j'aurai mon bénéfice, ça c'est sûr. Un appel aussi attrayant pour exposer différents articles qui sont des produits dits halal pour susciter l'intérêt des pèlerins venus nombreux dans ce site. À cet appel annuel, on est obligé de se conformer au code vestimentaire qui nécessite une adaptation. Les clients préfèrent vraiment cette tunique pour se vêtir comme tout le monde de tout blanc, le symbole marquant de cet appel de Seydina Limamou Laye. Et on les vend à merveille. Celle-ci, par exemple, coûte 6 000 francs, jusqu'à 7 000 francs. Un commerce à bon marché chez ces vendeurs qui viennent par milliers, qui ne peut empêcher aussi à l'ordre de s'imposer. Les forces de l'ordre, nous sommes tout le temps à céder le passage pour aider les pèlerins à avoir accès au site facilement. D'une part, les mesures sont contraignantes. Les autorités peuvent les revoir pour nous aider dans notre activité. La 143e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye fait bénéficier à de nombreux commerçants des avantages. Cet événement religieux d'une grande envergure durant ces 2 jours regorge un fort potentiel économique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Amadou Dam Diop, est parvenu par le député Guy Marius Sagna une question d'actualité au gouvernement relativement à l'application des articles 92 et 94 du règlement intérieur. L'objet porte sur le rôle des mercenaires dans la désinformation de la réélection du président candidat en 2019, scandale international Team George. Un consortium de journalistes d'investigation, le collectif Forbidden, aurait découvert un scandale international sans précédent qu'une société israélienne a influencé des dizaines d'élections à travers les réseaux sociaux dans le monde, faisant ainsi le choix démocratique des peuples concernés, parmi lesquels l'élection présidentielle du 24 février 2019. Selon le député, le démenti apporté par Abdou Karim Fofana de réfuter cette thèse en prenant à la place des élections non manipulables au Sénégal, suite à de nombreuses zones d'ombre, sont articulées 5 questions générales. Elles sont posées pour interpeller le gouvernement par une conscience ferme du rôle du contrôle de l'action gouvernementale. Je l'annonçais dans les titres, le khalife général des Mourides, par son porte-parole, Serigne Bass Abdou Khadre, hausse le ton cette fois-ci à l'endroit des hommes politiques. Aucune tentative d'instrumentalisation décrédibilisante ne sera tolérée dans la ville sainte, une posture de la grande famille religieuse qui intègre la portée suprême de la cohésion sociale qui doit être préservée par tous. Explication de l'analyste des questions sociopolitiques, Alassane Ba. Il faut que nous sachions il faut savoir que ces lieux sacrés ne sont pas déclarés indépendants. Ils font partie des éléments qui constituent la nation. La preuve en est que lors des événements religieux, le gouvernement apporte toujours son soutien. Et si c'est l'effet contraire, souvent l'État est critiqué. Donc les chefs religieux font partie de l'État central. Dans le cas pareil, les politiciens saisissent cette opportunité à leur faveur en quête d'électorat. Et ils sont souvent suivis par les talibans. La parole du porte-parole des Mourides s'inscrit dans ce cadre de montrer aux citoyens qu'ici c'est leur localité, car Serigne Touba a combattu le colon, la paix et la liberté. Et cette paix doit être protégée par tous. Et ce lien social ne doit pas être dégradé par qui que ce soit. C'est tout le sens du discours du porte-parole. Voilà. Azali, en Somalie, a officiellement pris les rênes de l'institution africaine. Le président du Comore succède le chef de l'État Macky Sall en héritant aussi les défis et perspectives inachevées aux avancées notoires, les observations sur le terrorisme, la lutte contre l'insécurité alimentaire, l'intégration dans le G20 et l'adhésion au Conseil de sécurité de l'ONU sont reconduits dans les nouvelles directives de cette 36e session ordinaire à Addis Abeba. Sadibou Ndiaye, spécialiste en géopolitique, nous fait le point. Le bilan qu'on peut tirer de la présidence de son Excellence M. Macky Sall à la tête de l'Union africaine est un bilan mitigé. En effet, depuis son arrivée à la tête de l'Union africaine, le président de la République du Sénégal, le président en exercice de l'Union africaine, a tenté de répondre dans divers domaines qui frappent pratiquement le continent africain, que ce soit l'aspect sécuritaire, l'aspect diplomatique et l'aspect économique. Sur le plan sécuritaire, on a vu que le continent africain reste marqué par des
problèmes liés au terrorisme, que ce soit dans le centre ou dans le Sahel ou dans la Corne de l'Afrique. L'Union africaine a su mener vraiment des pourparlers pour essayer de vraiment venir à bout de ces problèmes-là. Mais on a constaté que jusqu'à présent, ces problèmes liés au terrorisme persistent. Sur le plan économique aussi, on a vu que lors des sommets du G20, le président de la République du Sénégal, président de l'Union africaine, a vraiment tenu à déplorer cette manque d'assistance et de soutien au niveau du continent africain de la part du G20 qui, depuis des années, a promis des milliards pour assistance économique à ces pays émergents qui sont au niveau de l'Afrique. Mais jusqu'à présent, cette aide tarde. Maintenant, sur le plan diplomatique, on a vu la guerre russo-ukrainienne, les démarches qu'a pu poser le président de l'Union africaine, le président de l'Union africaine, concernant ce conflit-là pour essayer de vraiment permettre de retrouver la paix entre les deux pays, mais aussi de plaider la levée des sanctions contre peut-être la Russie pour permettre aux navires qui transportent les céréales de pouvoir venir en Afrique. Donc, c'est un bilan mitigé aussi. Car d'autre part, il n'est pas, je dirais, normal que les pays africains puissent s'adosser à des pays, à d'autres puissances étrangères producteurs de céréales pour pouvoir pallier à leur manque de nourriture, je dirais. Donc cela pose un problème d'autosuffisance alimentaire. Ces chantiers-là qui ont été pratiquement démarchés peut-être par le président de l'Union africaine sont des chantiers à continuer peut-être par cette nouvelle équipe qui va prendre place avec le président du Comore. Dès lors, il est important de souligner que c'est un bilan mitigé, un bilan discutable, mais il est temps que les dirigeants africains puissent revoir leur copie par rapport aux orientations qu'ils veulent donner à l'Union africaine. L'actualité de ce journal, c'est aussi les acteurs de la santé qui continuent leur radicalisation en décrétant 96 heures de grève à compter de ce mardi. Le 11e plan d'action de la méga-coalition ITCS en Gueusseum était amorcé par la journée nationale de restitution des vaccins et intrants du POV le 14 février passé en guise d'interpellation à l'État pour le respect des accords signés depuis mai 2022. Voici les propos de Sidi Yandiaye du mouvement en Gueusseum. La coalition en Gueusseum a adopté leur 11e plan d'action pour faire aboutir les revendications qui, comme vous le savez, traînent en longueur depuis plus de 3 mois. Nous sommes en mouvement d'humeur sans que le gouvernement daigne véritablement régler les problèmes, c'est-à-dire la hausse des salaires intervenue dans l'administration centrale, la révision de régime indemnitaire, ainsi que le point initial qui a connu une hausse de 5%. Donc depuis lors, nous nous battons pour que ces choses soient réglées, mais apparemment, nous avons besoin de comprendre pourquoi ça n'a pas abouti jusqu'à présent, parce qu'apparemment le ministère du Travail par sa DRH a parlé en disant que oui, ils ont tout payé, donc nous on a amené des lycées, etc. Or, elle passe à côté en disant cela parce que nous, il ne s'agit pas de nouvelles revendications ou de négocier. Nous avons déjà négocié, mais aussi une revendication. Donc, lui demandons de tout faire pour vraiment dans le fond. Si elle ne le fait pas, elle s'expose donc au durcissement de ce mouvement qui, comme vous savez, a démarré très dur, très fort. Parce que nous ne pouvons pas admettre que des fonctionnaires, des gens comme nous, se permettent d'extrapoler par rapport à un protocole d'accord qui a été mué sur les modalités de paiement. Donc nous estimons que c'est dilatoire et par conséquent nous avons agi et nous continuerons à nous battre parce que la loi doit être respectée par toutes les parties. Nous l'avons toujours fait. La santé est un secteur très sensible. Oui. Nous avons toujours assuré les cérémonies. Oui. Mais nous constatons qu'il y a des difficultés pour la mise en œuvre de ces accords-là. Or, la question que nous nous sommes posée, est-ce que l'État ne profite pas de ce service minimum pour carrément se complaire dans cette situation qui, en tout cas, ne nous arrange pas, parce que nous avons le droit, comme tous les autres travailleurs du Sénégal, lorsqu'il y a une hausse qui impacte leur bourse, que nous aussi nous soyons impactés.
Cette grève générale des acteurs de santé des collectivités territoriales connaîtra des exclusivités. La décision vient de tomber, le mot d'ordre est suspendu dans les structures sanitaires et hospitalières dans la région de Dakar en raison de la 143e appel l'AN qui débute demain 21 au 22 février. La coalition ISTCS en Guessem instruit à l'ensemble des travailleurs d'assurer pleinement la couverture médico-sanitaire à tous les fidèles pèlerins. Il s'intitule Bafaro, le tout premier drone sous-marin conçu en Afrique, particulièrement au Mali. Son inventeur, Abdoulaye Diakité, ingénieur en mécatronique et robotique, l'expose pour la première fois au Sénégal lors du Salon international des professionnels du numérique à Dakar. Ce premier prototype présente plusieurs fonctionnalités d'exploration en fond marin. Voici l'extrait d'Abdoulaye Diakité. Il était l'invité de la rédaction ce week-end. Donc l'idée pour nous, c'était réellement de concevoir le tout premier sous-marin, drone sous-marin de toute l'Afrique de l'Ouest, que nous avons appelé Bafaro. Bafaro, c'est la sirène du fleuve Niger. D'accord. Et l'idée pour nous, c'était réellement de vraiment pouvoir redorer le côté africain. D'accord. Et plus précisément le côté malien. Et donc l'idée, voilà. Donc là, nous avons, mon collègue vient juste de l'initialiser. Et comme vous voyez, dès qu'on allume le sous-marin, il fait automatiquement son propre self-test. Ah, d'accord. Donc là, il teste que tous les équipements sont bien fonctionnels avant de pouvoir nous donner la main. Et donc ce sous-marin a la possibilité d'aller à une profondeur de 100 mètres. C'est téléguidé, c'est l'humain qui guide. Voilà. Exactement, donc c'est un sous-marin qui est téléguidé à distance. Sur 1 kilomètre de distance. 1 kilomètre. Avec une profondeur atteignant 100 mètres. Et a la possibilité aussi de cartographier le fond marin. Chose qui est extrêmement importante. Pour tout ce qui est brigade fluviale, pour tout ce qui est les plongeurs, pour tout ce qui est les missions. En quoi il peut aider la recherche aujourd'hui? Aujourd'hui, ce sous-marin peut aider en réalité dans tout type de recherche en fond sous-marine. En fond sous-marine. Pourquoi? Parce qu'il suffit tout simplement de rajouter les différents capteurs dont on a besoin. Si jamais il faut faire des prélèvements, on peut tout simplement rajouter ces capteurs-là. Si jamais il faut, par exemple, voir en dessous des cargaisons, c'est tout simplement de mettre le sous-marin et de pouvoir voir en réalité tout ce qui se passe. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on peut faire le mapping du fond marin. C'est quoi le mapping? Le mapping, au fait, c'est comme la géolocalisation que vous utilisez pour... Voilà, donc on peut en réalité scanner tout le fond marin pour savoir comment est-ce que la surface elle est, ainsi de suite. Donc si jamais il y a une voiture qui est au fond, le mapping, le scan vous permet de scanner et de déterminer directement la zone. Donc pour le balisage, par exemple, c'est une des solutions qui serait le plus adaptée. Et puis achevons ce journal avec la page sport. Une entrée triomphante, c'est ce qu'ont réalisé les Lionceaux contre le Nigeria, septuple champion d'Afrique. Une performance. Le Sénégal est pour l'instant premier de son groupe composé de l'Égypte et du Mozambique. Cette dernière équipe sera sa prochaine adversaire et certainement un match décisif pour les poulains de Malik Daf, Récy et Prime Monsali. La 23e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans se joue présentement en Égypte du 19 février au 11 mars où le Sénégal a pris part. Une compétition qui marque la participation de 12 équipes. Les Lionceaux sont logés dans le groupe A avec le Nigeria, l'Égypte et le Mozambique. Les hommes de Malik Daf ont fait le service minimum en battant le Nigeria sur la marque de 1-0 et se placent à la tête de ce groupe. Le Sénégal, en battant le Nigeria, qui a gagné 7 fois, se place déjà comme favori de la compétition. Le match d'ouverture, les pays hôtes, Égypte et le Mozambique, se sont neutralisés sous le score final de 0 partout. La deuxième sortie des Lionceaux est prévue mercredi prochain face au Mozambique. L'équipe nationale du Sénégal est à sa 6e participation de cette catégorie, dont les 3 dernières participations. Les Lionceaux sont arrivés en finale 2015, en 2017 et 2019. En ce deuxième jour de la compétition, l'Ouganda a battu la République centrafricaine sous le score final de 2-1. C'était tout pour ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée à vous qui nous regardez sur M7 TV.